webinar, donc qui est, aujourd'hui consacré à la relation entre les DPO et les RSSI. Hem, on va on va traiter le sujet en une trentaine de minutes et puis on essaiera de prendre un peu le temps pour des questions. L'objectif de ce webinaire, c'est aussi, d'être le parallèle d'un livre blanc que nous avons publié chez Dastra concernant ce sujet et donc je vous mettrai le lien, donc en fin de webinaire, en tout cas pour pouvoir, y accéder. Alors, je vais me présenter. Moi, je suis Jérôme de Mercey. Je suis donc directeur des opérations et fondateur, cofondateur de Dastra. J'ai un passé à la CNIL, aussi en tant que consultant en protection des données personnelles, en tant que DPO externe. Voilà, ça fait quelques années maintenant que je travaille dans le sujet et on a depuis maintenant 3 ans créé une plateforme qui s'appelle Dastra pour pouvoir donc aider justement les DPO et aussi les RSSI à travailler sur ce sujet donc de la conformité au RGPD en particulier. Alors, en guise d'introduction, je vous propose de m'arrêter sur une petite slide qui est assez intéressante, je trouve, et qui voilà, qui montre un peu l'évolution qu'on pourrait voir de la protection des données et de la privacy, pardon pour cet anglicisme, mais depuis une quarantaine d'années. Et on voit bien qu'effectivement, il se trouve que la sécurité et donc les RSSI par ici sont euh, à- au départ intégraient les notions de privacy. On a vu qu'effectivement, quand on parle d'ailleurs de privacy, quand on traduit en anglais, on parle toujours de confidentialité, ce qui est vraiment un mot complètement de la sécurité, plus que de la protection des données personnelles en tant que telles. Et donc, on voit que cette évolution aujourd'hui tend à nous montrer que privacy et sécurité arrivent à, si ce n'est à avoir des parts égales, en tout cas au niveau des organisations et des enjeux globaux, mais on va même pouvoir considérer presque la privacy, que la protection des données personnelles va englober aussi d'une certaine manière la protection la sécurité, de la sécurité. Voilà, donc je trouvais que c'était une petite slide intéressante en guise d'introduction pour rappeler que effectivement, les RSSI et les DPO, donc qui sont les deux fonctions, les deux personnes en charge de de ces problématiques, en tout cas majeures, eh bien, sont amenés à travailler ensemble puisque leurs domaines sont effectivement croisés. Alors, je vous propose de nous arrêter en première partie sur la collaboration. C'est quelques donc heu, leçons qu'on a tirées de notre livre blanc qui a été fait à partir d'une étude qu'on a réalisée auprès de DPO et de RSSI, et ensuite d'identifier quels sont finalement 6 axes de collaboration qu'on peut identifier, qu'on peut mettre en place, donc entre DPO et RSSI. Alors, aujourd'hui, la collaboration, elle se fait, selon, plusieurs choses qu'on va voir. Ça a été tiré d'une étude et vous en aurez plus de détails dans notre livre blanc. Je voulais juste m'arrêter, en premier lieu sur, donc nos 2 fonctions, de quoi on parle quand on parle de DPO et de RSSI. C'est toujours intéressant d'avoir un petit rappel des définitions. Alors ça, vous voyez ici quelque chose d'assez dense, mais qui rappelle que la fonction de DPO, donc de délégué à la protection des données, c'est quelque chose qui est réglementé par le RGPD et donc qui est encadré donc par 3 dispositions, hein, 3 articles, l'article 37, 38, 39 donc du RGPD, qui est valable à la fois donc pour tous les organismes qui mettent en œuvre des traitements, donc que ce soit des organismes qui agissent en tant que responsables de ces traitements ou en tant que sous-traitants bien évidemment. Et ce DPO, ce délégué à la protection des données, on voit qu'il a finalement 5 grandes missions, 5 missions principales qui vont être des éléments essentiellement de sensibilisation, de conseil, à travers notamment informer, conseiller, contrôler, conseiller, coopérer avec l'autorité de contrôle, être le point de contact
de l'autorité de contrôle. Donc on voit vraiment que, si on peut résumer ça, que le DPO a une mission qui est donc de contrôler et conseiller dans l'accompagnement et le contrôle. On retrouve un peu le parallèle avec la CNIL, hein, qui est également dans l'accompagnement et le contrôle. Et donc, effectivement, parfois, c'est toujours un peu difficile à appréhender. Et il y a aussi quelque chose d'important que le DPO doit faire, et donc qui est une notion aussi qui lui est demandée de réaliser dans le sens du RGPD, c'est de tenir compte du risque. Cette notion de risque, on la retrouve un peu partout dans ces fonctions, que ce sont, DPO ou RSSI, parce que, c'est quelque chose qui nous vient essentiellement aussi du monde anglo-saxon, la gestion de risque. Et donc ce qu'on demande aussi au DPO, c'est de tenir compte du risque, non pas du risque, des organisations et du risque financier ou du risque, mais du risque sur, la protection des données personnelles. Voilà, qui est une autre approche du risque, mais qui, en tant que telle, est une gestion de risque. Et donc il faut aussi être dans cette logique de gestion des risques. Le RSSI, si, j'essaye d'avoir une définition, on a retrouvé ça aussi plus au niveau de l'ANSSI, hein, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui apporte quelques éléments. Ce qu'il faut savoir, c'est que le RSSI, c'est pas une fonction réglementée aujourd'hui, comme l'est le DPO. Il n'y a pas, heu, donc, une, un texte qui va prévoir, en tout cas imposer sa mise en place, lui donner un cadre, lui donner donc des missions bien précises. On va retrouver un certain nombre de textes qui vont englober de facto la nécessité d'avoir des pilotes dans les organisations pour ce sujet, mais pas aussi précisément que peuvent le faire le RGPD pour le DPO. Alors, il n'est pas dit que ça évolue de ce point de vue-là. Mais en tout cas, ce qu'on peut retrouver dans les principales missions des responsables de la sécurité des systèmes d'information, ça va être notamment, et on va le voir, un peu quelque chose d'assez similaire à ce que peut avoir le délégué à la protection des données. Mais il va être aussi sur quelque chose de très opérationnel. Le RSSI aujourd'hui, on va lui demander d'être un pilote de la démarche de cybersécurité. Hein. Donc, le pilote, ça veut dire être moteur sur la mise en place des solutions, sur les processus. Ça passe par notamment décliner, et pour beaucoup de travail, ça va être la politique de sécurité des systèmes d'information. C'est veiller à l'application de toutes ces mesures qui sont déclinées dans cette politique. Et cette politique va aussi donc lui déterminer généralement son rôle, et donc il a aussi ce rôle important de conseil, d'assistance, d'information, de sensibilisation, d'alerte, hein, donc véritablement auprès, des métiers de l'organisation. Donc on retrouve quelque chose d'assez proche aussi du DPO, dans cette fonction de conseil, de sensibilisation, mais également de contrôle des éléments opérationnels. Alors le DPO, par nature, dans ses fonctions, n'a pas aussi un rôle aussi opérationnel que, le RSSI tel qu'il est décrit ici. Néanmoins, et vous êtes certainement bien placé pour le savoir, la réalité fait que, le DPO est tout à fait le plus opérationnel sur les sujets de protection des données. Et donc généralement, il lui revient aussi d'avoir ce même genre de, dispositions, notamment de décliner des politiques internes, de mettre en place des mesures et de veiller à leurs applications. Alors, ce qu'on a pu voir dans notre, étude, c'est que finalement, il y avait des sujets de collaboration qui étaient évidents, entre les 2, et sur lesquels tous les DPO-RSSI que nous avions interrogés, donc ont répondu, de manière assez forte sur ces points-là. La sensibilisation sur ce qu'on évoquait sur ces points-là, la sensibilisation de leurs services. Mais également le conseil, donc auprès de leur entreprise sur les bonnes pratiques dans leurs domaines respectifs, que ce soit donc sur la protection des données ou sur, donc la sécurité informatique. Et puis on voit, qu'il y a des sujets de collaboration spécifiques qui, naissent, aujourd'hui, avec, entre les DPO et les RSSI, et notamment, on en a parlé, l'analyse des risques. De plus en plus donc, de DPO sont impliqués, donc, dans la gestion de risques, donc globaux de l'organisation, mais également, c'est surtout ce sens-là, les RSSI vont être aussi moteurs dans la gestion de risques, donc dans les exigences
du RGPD et notamment pour ce qui va être des analyses d'impact dans les risques aussi de sécurité. On va retrouver effectivement un axe aussi important sur la gestion des violations, des incidents de sécurité, puisqu'aujourd'hui le DPO est principalement moteur, en tout cas dans les relations aussi avec les autorités de contrôle et dans l'identification des risques pour les personnes concernées. Néanmoins, c'est un travail qui est de facto de concert avec le SSI, la remédiation aussi de risques derrière, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme mesure après avoir identifié ces risques. Et puis donc cette notion nouvelle qui est apparue aussi, donc de manière assez, heu abrupte avec le RGPD, le Privacy by Design et Privacy by Default qui est aujourd'hui une obligation en tant que telle et donc qui nécessite, heu, d'avoir une connaissance fine en amont de l'ensemble des projets et d'impliquer les bonnes parties dès le départ. Donc effectivement, c'est aussi des sujets de collaboration spécifiques qui ont été remontés au travers de notre étude. Si maintenant on s'arrête sur qu'est-ce qu'on peut en tirer, à partir de tous ces éléments-là, quels sont les axes de collaboration, que l'on devrait mettre en place entre les délégués à la protection des données et les responsables de la sécurité des systèmes d'information? Eh bien, on identifie 6 axes de collaboration, qui nous semblent aujourd'hui importants de développer. Le premier axe, ça va être, quelque chose d'absolument fondamental, c'est tout simplement de connaître les processus, les traitements de données qui sont mis en place, donc dans le cadre de la sécurité des systèmes d'information. Le DPO, vous le savez certainement, est souvent en charge de la gestion du registre, des activités de traitement, donc de la cartographie de tous les processus qui impliquent des données personnelles. Et eh bien, le RSSI va mettre en place, lui, des mesures et souvent des outils assez intrusifs ou non, en tout cas des outils de contrôle, et donc qui vont nécessairement, par définition, donc utiliser des données à caractère personnel, de la part notamment des employés, etc. Et donc, ça va être un certain nombre de traitements qu'il va falloir identifier, qu'il va falloir décrire et qu'il va falloir aussi analyser en termes de risques. Et là, pas non seulement des risques sur la sécurité, mais également des risques sur la protection des données derrière, jusqu'où on va pour pouvoir assurer la sécurité. C'est toujours cet équilibre très fin à trouver entre sécurité et protection des données. Hein, on retrouve aussi ces sujets-là, vous l'avez peut-être vu récemment, avec la loi sur la majorité et l'accès à des sites qui nécessitent d'avoir une majorité numérique, ou en tout cas une majorité pas forcément numérique d'ailleurs. Et donc, quels sont les éléments qu'on va mettre en place et comment on va pondérer le respect de la protection des données personnelles avec les exigences de sécurité. Voilà, il y a un certain nombre de traitements qui peuvent être identifiés, comme la gestion de l'authentification pour l'accès au système, surveillance des accès, donc des accès à des bâtiments, que ce soit de vidéos, l'analyse de logs, la détection de fuites donc de données. On va vraiment retrouver aussi la mise en place de systèmes, ce qu'on appelle de DLP, de Data Loss Prevention, qui vont être vraiment identifier, scanner tout ce qui sort d'une entreprise pour pouvoir, éviter les pertes d'informations. Et puis aussi également les analyses forensiques, c'est-à-dire que une fois qu'on a un incident, généralement on va aller creuser et donc on peut être amené à collecter beaucoup d'informations, à les traiter pour pouvoir euh, donc, euh, donc résoudre les problèmes et comprendre ce qui s'est passé. C'est des traitements et là, la collaboration est essentielle. Le DPO ne peut pas faire ça tout seul parce que c'est pas son métier. Et le SSI, lui, a besoin du DPO pour aussi pondérer ses enjeux et puis tout simplement décrire ce qu'il fait aussi dans un sens respectueux du RGPD. Alors le deuxième axe qu'on peut identifier, c'est effectivement les mesures de sécurité qui sont aussi associées au traitement. On l'a dit, le registre, donc l'ensemble de la cartographie des traitements, doit prévoir aussi la cartographie des mesures de sécurité qui sont associées, les fameuses mesures techniques et organisationnelles qui vont être liées au traitement de données et donc qui vont servir à assurer
donc la sécurité des données qui sont traitées et donc éviter les, les, les pertes de confidentialité, les pertes de disponibilité, les pertes d'intégrité des données de ce point de vue-là. Les mesures de sécurité, c'est le domaine vraiment spécifique du RSSI. Dans sa politique de sécurité des systèmes d'information, il décline un certain nombre de mesures de sécurité. On peut céder effectivement de tas de normes aujourd'hui qui sont très spécifiques, toute la famille ISO 27000, qui vont permettre donc d'apprécier un certain nombre de mesures qui doivent être mises en place. Et ces mesures, effectivement, doivent être documentées donc en appui des traitements et donc figurer dans le registre des activités de traitement. Ces mesures, elles doivent aussi être maintenues à jour. Le registre, on va pas revenir dessus, mais c'est un document très vivant qui doit aussi être à jour et donc qui doit refléter la réalité de ce qui se passe dans l'organisation. Donc, dès qu'un traitement est modifié, dès qu'un traitement est ajouté, dès qu'un traitement donc est supprimé, eh bien, il doit y avoir des incidences dans le registre. Et puis, les parties prenantes, les sachants, doivent pouvoir aussi apporter leur pierre à l'édifice, notamment quand des mesures de sécurité vont évoluer. Hein, si vous avez fait l'objet d'une cyberattaque, eh bien, il est possible que l'ensemble des traitements un peu plus sensibles de l'organisation, eh bien, évoluent dans leur sécurité et donc que les mesures doivent être mises à jour. Le troisième axe qu'on peut identifier, qui est aussi quelque chose qu'on a déjà évoqué, mais qui est les analyses d'impact sur la protection des données, sur la vie privée, les AIPD, les AIVP, les PIA. C'est la même chose, c'est une analyse de risque finalement qu'on va retrouver sur la protection des données, en particulier sur la sécurité de ces données-là. Il y a dans les modèles, en tout cas dans les canevas qui sont aussi préconisés par les autorités, il y a toute une partie de gestion des risques sur la sécurité, donc le fameux triptyque de la confidentialité, intégrité et disponibilité. Et donc, il est obligatoire d'identifier donc pour le traitement, quels sont les risques que ces événements redoutés se produisent et donc quelles sont les mesures qu'on va mettre en place pour combler combler ce risque. Évidemment, il va falloir ici faire appel aux compétences des personnes chargées de la sécurité informatique, dont le RSSI. Et c'est ainsi que vous avez notamment un espace de collaboration idéal, puisque le RSSI c'est son travail, d'évaluer des risques. C'est son travail de mettre en place des mesures et c'est son travail de, vérifier que, les mesures qu'il a mises en place qui sont mises en place, sont bien, mises en place et sont bien conformes à ce qui, devait être fait. Donc, ce travail-là, il est évident et donc dans les analyses d'impact, on va retrouver, cet axe de collaboration. Quatrième axe qu'on peut identifier, c'est effectivement maintenir le fameux registre des violations de données. Ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, on est dans une obligation du RGPD. L'article 33 du RGPD, lui, oblige les organisations à avoir un registre, à avoir une documentation écrite des incidents donc, qui concernent la sécurité des données à caractère personnel. Et en particulier, peu importe qu'il soit le niveau de risque de ces incidents, ils doivent tous être documentés. Mais ces violations euh, donc doivent être documentées. Donc il doit y avoir une remontée d'un incident de sécurité. On doit savoir si cet incident concerne ou non des données à caractère personnel. Et ensuite, si c'est le cas, il doit être dans un registre. Et ensuite, si jamais ces données à caractère personnel et l'incident donc qui les concerne, eh bien, fait peser un risque important, élevé ou très élevé sur les personnes, eh bien, il va falloir ensuite engager des actions de notification à l'autorité de contrôle et de communication. Et donc, c'est des éléments, ça, qui sont à faire, évidemment, avec deux parties qui connaissent le sujet. Le RSSI, c'est aussi son travail de piloter la sécurité, donc de remonter les incidents et de les traiter. Et ensuite, c'est aussi le travail du DPO de s'assurer que les notifications, que les risques pour les personnes concernées sont bien pris en compte et donc que les démarches sont mises en place pour pouvoir assurer euh, donc euh, le traitement de cette violation.
Et là-dessus, l'axe de collaboration est évident et c'est encore, ça, quelque chose qui est assez, pas encore très, très bien fait, en tout cas de notre expérience. On voit qu'aujourd'hui, eh bien, soit il n'y a pas forcément de pilotage, des incidents, soit finalement il y a quelque chose qui est très spécifique au RSSI, mais le travail de collaboration, là-dessus, dans la task force, dans la cellule de crise, comme vous l'appelez, ça il y a c'est comme vous le souhaitez, mais il doit être fait de manière très rigoureuse, et les 2 personnes, en tout cas, doivent pouvoir avoir leur mot à dire sur chacun des incidents, pour pouvoir, travailler sur ce sujet. En tout cas, le DPO, lui, doit pouvoir être concerné, doit pouvoir vérifier que ça s'applique bien, puisque c'est aussi son rôle, et le RSSI, bah, doit lui avoir aussi cette capacité, cette compétence à analyser et à savoir ce qui s'est passé. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que cette obligation de notification, on la retrouve dans le RGPD, mais on la retrouve dans bien d'autres, textes, dans bien d'autres réglementations, qui sont aussi là plutôt propres, au RSSI. Le RSSI a déjà l'habitude, d'adresser des notifications, soit en tant qu'opérateur d'importance vitale, soit en tant qu'opérant dans le domaine de la santé, et cetera, et d'adresser des notifications à différents organismes de contrôle, que ce soit l'ANSSI, que ce soit les autorités dans le domaine de la santé, et cetera, et cetera. 5e axe, enfin, on va pouvoir s'assurer de l'application des principes de privacy by default et by design. Donc la protection des données dès la conception ou en tout cas par défaut dans chacun des projets. Et ici, le RSSI, et le DPO, on peut penser à quelque chose qui est essentiel. C'est effectivement soit le développement de solutions ad hoc, en tout cas de nouveaux projets, dans la gestion de projets internes, mais c'est surtout aussi parfois, qu'on va retrouver cet axe de collaboration dans, les achats. Les achats de nouveaux outils, de nouveaux logiciels. Voilà, vous achetez d'Astra pour, vous équiper sur la conformité au RGPD. Eh bien, vous allez aussi peut-être être dans une démarche de vérifier un certain nombre d'exigences qui vous sont propres, en tout cas qui sont aussi propres au RGPD, puis à la politique de sécurité des systèmes d'information, avant toute acquisition d'un nouvel outil qui va être, dans le système d'information. Et donc, cette démarche-là, elle doit évidemment être, prise de concert entre le DPE et le RSSI. Et c'est pour ça que, dans ces axes, ici, il est important, que les 2 fonctions, discutent et comprennent bien les enjeux. Et donc que les questions qui peuvent être posées aux différents prestataires ou en tout cas aux chargés de projet et cetera, d'une part, bah, soient mutualisées, en tout cas soient traitées aussi, peut-être, plus facilement, de manière collaborative, et que, il n'y ait pas de contradiction entre les différentes approches. Ça veut aussi dire que, effectivement, le RSSI et le DPO doivent aussi être au même endroit, peut-être au même moment. Hein, c'est-à-dire que souvent, on peut avoir des questions un peu comme l'ont les juristes, les questions peut-être qui vont être du DPO, qui vont arriver en fin de projet, en bout de course, et puis qui finalement, eh bien, tout aura déjà été fait et ça aura pas été et finalement, on ne se sera pas rendu compte qu'il y avait peut-être des problématiques importantes au niveau de la protection des données. Et donc, c'est important d'avoir cet axe de collaboration et de bien s'assurer qu'en amont des projets, en amont des acquisitions de logiciels, eh bien, on ait ces, ces, cette collaboration entre ces 2 fonctions. Et enfin, dernier axe qu'on peut identifier, c'est effectivement dans le pilotage de la supervision des risques, en particulier parce que ils ont tous les 2, d'une part, cette obligation de piloter par les risques et donc de gérer des risques. Que ce soit des risques sur la protection des données, que ce soit des risques sur l'organisation, et donc il faut avoir une logique commune. Il faut avoir une logique, qui soit efficace, et efficiente pour l'organisation, et qu'il n'y ait une sorte de symbiose. Ça paraît évident, mais c'est essentiel que cette collaboration, pour que ça fonctionne, eh bien, pour que ça fonctionne bien, il ne faut pas oublier pour qui on travaille, pour l'organisation, et donc que tout ça a un objectif de servir l'organisation, eh bien que ce pilotage des risques, finalement, soit en tout cas commun ou en tout cas soit
soit effectué de manière transparente entre les deux fonctions. Puisque des risques, on va les retrouver partout, sur l'externalisation d'un service, le recours donc à un prestataire, l'accès à des données par des tiers, la transmission de données, le transfert de données à des sous-traitants à l'étranger, etc. Et donc, à partir du moment où vous avez des systèmes de politique interne qui sont mis en place, eh bien, il va falloir derrière trouver ces bons axes de collaboration. Donc, vous voyez, c'est finalement assez naturel de trouver des axes de collaboration entre RSSI et DPO. C'est bien aussi de mettre des mots dessus. Et donc, ça permet comme ça de se donner ici une petite feuille de route. Donc, véritablement, hein, donc pour l'un de nos souhaits particuliers, hein, c'est véritablement qu'il y ait un travail qui soit fait commun, que ça discute, qu'il y ait véritablement une collaboration. Et aujourd'hui, bah, souvent, hein, ce qu'on a beaucoup reproché au RSSI, c'est vraiment d'être dans leur monde, d'être trop siloté, d'être, l'empêcheur de tourner en rond. Et puis ça s'est décanté avec le temps puisqu'il y a eu des cyberattaques, il y a eu finalement un peu plus, de mouvement, un peu plus de communication et donc les budgets, ont évolué. Et puis, finalement le DPO a un peu pris sa place. On est arrivé, on lui a dit: «Ah mais le DPO, il va nous empêcher de faire les choses, empêcheur de tourner en rond et puis on va le laisser dans son coin». Alors que finalement, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Et il faut arriver finalement à trouver le même cheminement et puis que ces 2 fonctions, en tout cas DPE et SSI, puissent effectivement efficacement collaborer ensemble. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut les mutualiser, il y a des personnes, il y a des organisations qui assument de mutualiser ces 2 fonctions au sein de la même personne. C'est pas impossible, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on peut recommander. Néanmoins, c'est pas absolument impossible, en fonction effectivement des des, heu, des exigences qu'on va se poser en termes de notamment, d'absence de conflit d'intérêts et en tout cas de ne pas être, décideur, dans l'exécution de ces missions. Et bien, on pourrait tout à fait, envisager ça comme ça. Alors la plupart du temps, c'est des personnes séparées, c'est pour ça qu'aussi il y a un axe de collaboration qui doit être fait et puis ce sont 2 fonctions qui nécessitent aussi beaucoup de temps, pour être mis en place. Voilà, heu c'était l'occasion pour moi donc de vous présenter dans ces très grandes lignes le livre blanc, que nous avons, publié, ces derniers temps sur le DPO RSSI, comment collaborer ensemble. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet, donc dans l'onglet ressources, livre blanc. Vous retrouverez aussi nos autres livres blancs et nos autres ressources, ainsi que les autres webinaires et donc que vous pouvez retrouver ici. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas d'Astra, j'en profite aussi pour vous montrer qu'effectivement, nous sommes une plateforme qui permet de gérer l'ensemble de ces cas d'usage, y compris ce qu'on a évoqué dans les cas de collaboration, et de faire travailler surtout des personnes ensemble. D'Astra, c'est un logiciel collaboratif avant tout, hein, puisque nous avons vraiment pour vocation de trouver des moyens de faire discuter des personnes, de travailler sur des projets communs sur une même plateforme centralisée à travers l'ensemble des outils que vous voyez sur votre écran, que ce soit la tenue des actes du registre des traitements, que ce soit la gestion des violations de données, la gestion des risques ou l'ensemble de la cartographie qu'on va avoir de tout son système à travers les données, les mesures de sécurité, toutes les parties prenantes, etc. Eh bien, on arrive au terme de cette demi-heure. Est-ce que je vous propose peut-être de passer à une petite session de questions-réponses? Alors alors une question, est-ce qu'effectivement la future directive NIS 2 va impacter le rôle des RSSI? Alors, heu, la directive NIS 2 va faire évoluer, effectivement le champ des le champ un peu de la cybersécurité, des différentes obligations, en l'étendant surtout à d'autres organismes que la première directive NIS. Et de facto, il va y avoir forcément
un impact sur le rôle des RSSI puisque NIS 2 va être décliné donc à travers une loi de transposition, puis après des décrets d'application, puis des arrêtés, puis des lignes directrices de l'ANSSI, pour, amener un certain nombre d'exigences qui vont être portées et donc il n'est pas impossible, que le RSSI, en tout cas, soit impacté, non seulement, dans leurs fonctions, peut-être qu'il leur sera demandé, heu, d'assumer plus de responsabilités, mais surtout, je pense, par leur nombre, c'est-à-dire que NIS 2, devrait aussi, voir le nombre de RSSI augmenter, puisqu'on va avoir aussi le nombre d'organismes impliqués augmenter. Donc, il ne serait pas rare que cette fonction soit aussi amenée à évoluer. C'était le directeur adjoint de l'ANSSI qui était surpris de savoir qu'il y avait plus de DPO que de RSSI en France. Eh bien, peut-être qu'on arrivera à un poids d'égalité, dans les temps à venir. En tout cas, c'est quelque chose qui est en cours, NIS 2, hein, qui va arriver dans pas encore là, mais dans les mois, années à venir. Et en particulier, l'ANSSI a déjà commencé à travailler dessus, puisqu'elle fait, aujourd'hui des consultations publiques pour justement, heu heu, quelles sont les stratégies, à apporter au niveau des organisations sur l'implémentation des différentes mesures, des différentes obligations, de cette, directive. Voilà. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de qu'on s'arrête là. Et puis, si vous avez besoin, donc vous pouvez nous contacter, directement sur notre site, vous pouvez me contacter par email et puis on se fera un plaisir en tout cas de poursuivre ces discussions et puis éventuellement, de vous montrer la plateforme, pour, aussi apporter une solution à vos problèmes. Et merci à tous.